tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit unboxing sur un jeu qui vient d'être publié par Games Workshop, un jeu de plateau assez facile d'accès et qui m'a vraiment, je me suis jeté dessus parce que c'est un jeu collaboratif fait par Games Workshop. Je pense que c'est la première fois que Games Workshop publie un jeu collaboratif, c'est-à-dire un jeu auquel on peut jouer seul ou si on est plusieurs joueurs, on joue contre le jeu lui-même. Et c'est vraiment un type de jeu qui m'intéresse énormément. Même là, si vous avez suivi les autres vidéos de la chaîne, vous avez vu que je suis parti sur un petit projet de rebooter Space Crusade et notamment d'essayer de faire des règles justement pour y jouer d'une manière collaborative. Et donc j'étais très intéressé par ce jeu. Bon, alors comme d'habitude, Games Workshop c'est assez cher, hein, le jeu est à 100 €. Et évidemment, il est édité en série limitée, donc ils mettent ça en avant. Bon, ça c'est le côté marketing de Games Workshop. Le jeu est édité en anglais uniquement. Et je vous propose de découvrir aujourd'hui le contenu de la boîte et puis de présenter un petit peu ce jeu. Voilà, il y a vraiment, c'est comme d'habitude à Games Workshop, de très belles factures. On va voir ça ensemble dès maintenant. Donc c'est parti pour l'ouverture de cette boîte. Voilà, donc la boîte est ouverte. Alors on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Alors déjà la première chose, hein, évidemment, c'est les figurines qui sont comme d'habitude avec Games Workshop vraiment magnifiques. Donc très fines. On voit que voilà, moi je m'attendais à avoir, vu que c'est un jeu de plateau, je m'attendais à avoir des figurines quasiment déjà entièrement prêtes, mais non, hein, Games Workshop sont assez fidèles à leur méthode pour Warhammer 40 000. Et donc on a des grappes avec des éléments qu'on va pouvoir assembler. Donc il n'y a pas autant de variété que sur une boîte de Space Marine Tactical Squad, mais ça va permettre d'avoir des figurines avec un meilleur relief que si elles avaient été moulées d'un bloc. Donc là par exemple, c'est la grappe des Space Marines du chaos. Donc en fait, peut-être avant de détailler les figurines, juste rappeler un peu le principe de ce jeu, qu'on va voir ensuite un petit peu plus en détail. Donc Assassinorum Execution Force. Donc l'Execution Force, ce sont les 4 personnages qu'on voit sur la boîte, là, la couverture de la boîte. Et ce sont en fait des assassins de l'Imperium. Alors ça m'a fait un petit peu rire en lisant le background du jeu, parce que on lit depuis très longtemps dans les backgrounds Games Workshop de Warhammer 40 000 que les Space Marines sont des surhommes, génétiquement modifiés, ils ont 2 cœurs, un 3e poumon qui permet de filtrer les toxines, leurs muscles sont développés avec des modifications ADN, etc. Enfin, on nous a quand même expliqué en long, en large et en travers que les Space Marines étaient vraiment les créatures les plus puissantes de l'Imperium qu'on puisse imaginer. Et ben non, en fait, il y a les assassins. Donc si on lit le background du jeu, on s'aperçoit que bon, bah, y a encore mieux que les Space Marines, c'est les assassins, qui sont eux aussi génétiquement modifiés, qui sont surentraînés et qui sont très très peu nombreux, parce que leur formation nécessite de tels sacrifices qu'il y a extrêmement peu d'êtres qui réussissent à devenir les assassins de l'Empire. Ils sont donc très peu nombreux et sont mandatés par le Conseil de l'Empire, donc qui réside sur Terra, hein, donc notre Terre actuelle, mais au 41e millénaire. Et ils sont déployés vraiment dans des cas extrêmes, dans des cas où on ne déploie pas les Space Marines pour une raison X ou Y. Alors dans le background du jeu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un puissant magicien du chaos, un puissant sorcier du chaos, qui est en train d'essayer d'ouvrir un portail gigantesque en détruisant un système solaire. Pour pouvoir ouvrir un portail du Warp absolument phénoménal, pour essayer de détruire, bah, voilà, comme d'habitude, hein, l'humanité. Et le problème est que ça se passe dans un contexte où il y a déjà une guerre qui fait rage dans ce système solaire-là, et où toutes les forces de Space Marine, ou presque, ont été déjà déployées pour essayer de contenir leur avancée. Du coup, il est décidé d'envoyer 4 assassins là où sévit ce sorcier, pour l'empêcher d'ouvrir ce portail.
Et 4 assassins, on nous explique que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Normalement, un seul assassin suffit sans aucun problème dans la plupart des missions à remplir son rôle. Et là, on en envoie 4 d'un coup. Donc le joueur va jouer ces fameux 4 assassins et va devoir tuer tout simplement ce sorcier. Alors qui s'appelle Severin Drask. Alors je fais exprès de prononcer un peu à l'anglaise parce que si on le fait à la française ça fait Séverine. Donc le vilain sorcier Séverine qu'il va falloir tuer avant qu'il réussisse l'ouverture de son portail. Donc voilà un peu pour le background. Et donc le sorcier Drask, il est entouré évidemment d'une petite armée qui le protège, qui patrouille en fait. Et qui évite, qui a pour but d'éviter de l'interrompre. Dans cette patrouille, on va trouver diverses créatures, notamment des Space Marines du Chaos, donc c'est ces fameuses figurines qui sont là. Et on va trouver aussi des cultistes, donc armés de 2 façons différentes. Voilà, donc on a les grappes de figurines, donc on va pas toutes les regarder en détail, surtout que là je viens d'ouvrir la boîte, donc c'est un petit peu difficile de visualiser. Je vous montrerai un peu les photos qu'il y a sur l'artwork de la boîte. Et puis on a bien évidemment aussi les assassins. Alors ce qui est très intéressant, c'est le dynamisme des figurines des assassins. Par exemple là, on voit des éléments de décor, en fait ça fait partie du socle d'un des assassins, qu'on remarque un petit peu sur la boîte de base, ici cet arc de métal, qu'on retrouve en fait dans la figurine, et la figurine va être en position vraiment comme si elle sautait sur ce mur. Et il y a vraiment un dynamisme très moderne sur ces figurines-là. Alors au passage, ces 4 assassins, et toutes les figurines du jeu d'ailleurs, sont compatibles Warhammer 40 000, hein, on a le petit logo Warhammer 40 000 ici, et on peut, si vous êtes joueur de Warhammer 40 000, vous pouvez bien évidemment intégrer ces figurines à vos armées, et alors là, le petit côté Games Workshop marketing, la seule façon d'obtenir ces 4 figurines, c'est d'acheter ce jeu. Voilà. Donc moi, personnellement, je ne joue pas à Warhammer 40 000, mais ça peut représenter un attrait supplémentaire si vous êtes joueur de Warhammer 40 000 pour acquérir ce jeu. Voilà, donc là on a une grappe où on a justement le fameux Drask, le sorcier Drask, je pense. Parce que cette cape, à mon avis, ça doit être la sienne, avec un élément de socle aussi assez monumental. Oui, ça c'est lui. Voilà, je reconnais son sceptre sur la grappe. Alors on va peut-être visualiser comme ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc, et vraiment beaucoup de finesse, hein, c'est du Games Workshop, il n'y a pas de doute. Donc ça va donner vraiment des très belles figurines qu'il va falloir prendre le temps de bien peindre. Donc, pour terminer sur les figurines, voilà, donc là on va avoir très certainement, c'est un autre assassin, ça. Oui. Ça doit être... Je me demande si c'est pas le sniper, celui-là. Ouais, c'est le sniper. Voilà, donc on a des dés, bien sûr. Des dés à 6 faces, hein, toujours. Tout le système de jeu va reposer sur des dés à 6 faces. Et un autre point positif du jeu, j'ai parcouru les règles avant de faire cette vidéo. Les règles sont vraiment claires, très bien expliquées. Alors justement, ça fait une petite transition avec le livre de règles qui est là. Très belle facture là encore, papier glacé, couleurs, illustrations, règles vraiment très bien expliquées, et système de jeu finalement assez simple, mais qui m'a l'air, j'ai pas encore testé, on fera ça dans une vidéo suivante, qui m'a l'air assez intéressant à jouer, et on voit quand même l'expérience de Games Workshop sur la conception des jeux, parce que je connais plusieurs jeux qui se jouent en mode solo, et j'ai trouvé pas mal d'idées originales dans celui-là, même si on est sur un système classique de tour par tour où le joueur va jouer, puis on va activer une phase de jeu automatique. Néanmoins, il y a quand même pas mal de variantes dans le système de jeu qui doivent rendre les parties assez intéressantes. Alors, c'est pas un système de jeu où on va avoir des scénarios différents à chaque partie, c'est toujours le même scénario. Il faut aller retrouver le sorcier et le tuer, mais ça ne se fait pas en un coup. Il faut d'abord localiser le portail de téléportation pour arriver dans son temple. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir un plateau de jeu, et la première phase du jeu, donc le plateau va ressembler à ça, ça va être de trouver l'endroit où se situe le portail de téléportation. Mais pour
activer le portail de téléportation, il faut trouver encore une autre pièce avant, qui va permettre de l'activer. Donc en gros, la première phase du jeu, c'est une sorte de phase d'exploration et de découverte des pièces pour localiser ce portail. Bien évidemment, il y a des figurines ennemies qui patrouillent dans tout ce lieu, et il faut éviter au maximum de se faire repérer, parce qu'il y a tout un système il y a une notion de patrouille et une notion d'alerte. C'est-à-dire que par défaut, les ennemis sont en patrouille, donc ils vont circuler d'une manière semi-prédictible. Mais si jamais ils nous repèrent, alors soit on rentre dans leur angle de vue, soit on fait du bruit, ou soit on les attaque et on ne les tue pas, ils passent en alerte, et l'alerte va se propager de figurine en figurine en fonction de diverses conditions. Quand ils sont en alerte, là, ils arrêtent de patrouiller, et tout simplement, ils se dirigent vers l'assassin le plus proche pour essayer de le tuer. Donc ça m'a l'air d'être un système de jeu assez intéressant et assez sympa. Donc le côté aléatoire se retrouve aussi sur les pièces, puisqu'en fait on va tirer des cartes pièces, là, room, qui vont permettre de révéler le contenu d'une pièce quand on rentre dedans. Et donc on va la révéler, il va probablement y avoir des ennemis à l'intérieur, et c'est dans une de ces cartes pièces qu'on trouvera le portail, et qu'on trouvera la pièce qui permet de l'activer. Donc toute cette première phase de jeu, c'est une phase d'exploration. Une fois qu'on a réussi à localiser le portail et qu'il est activé, on va pouvoir se rendre dans le temple où est présent le sorcier. Alors, il faut le tuer pour gagner le jeu, c'est assez simple. Une fois qu'il est mort, le jeu est gagné. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une course contre la montre. Sinon, ce serait trop simple. Donc le sorcier, il a un petit familier. Et le familier, en fait, va faire le tour du portail. Comme ça, en fait, il a 16 cases. Et si jamais il atteint la 16e case, on a perdu le jeu, le portail est ouvert, le système solaire est détruit. Et là, c'est un petit peu la cata pour l'humanité, et c'est de votre faute. Voilà, donc les règles sont expliquées ici, il n'y a vraiment rien de compliqué, le mouvement, chaque assassin a 2 actions par tour qui sont spécifiées sur ces cartes de personnages. On nous explique les points de blessure, on peut essayer de se régénérer des points de blessure à chaque tour. Chaque ennemi qu'on va rencontrer va avoir aussi sa carte qui va permettre de détailler ses compétences. Les personnages ont également des capacités spéciales qu'ils appellent les tactics, qui sont en nombre limité. Elles sont de 2 types. Il y a en gros la tactics de base et la tactics puissante. Donc tactics de base, on en a 3. Donc on a des petits marqueurs qui permettent de visualiser ce qui nous reste comme tactics pour la partie. Et la tactics, en fait, c'est un petit peu les capacités spéciales du personnage. La plus forte, on ne peut la jouer qu'une fois dans la partie. Voilà, donc ça c'est des compétences standards de tous les personnages, donc se déplacer, on va pouvoir se déplacer de 6 cases au maximum, on va pouvoir faire un sprint, en plus d'un déplacement, donc ce serait une deuxième action par exemple, je peux jeter un dé et me déplacer du nombre de cases indiquées. Le Sin Skin Heal, c'est en fait la régénération, donc on voit que sur un 2+, on va pouvoir enlever un marqueur blessure, donc ce serait supprimer une blessure qu'on aurait prise. Donc la régénération est quand même assez facile, hein, quasiment à chaque tour, je suis presque garanti de régénérer une blessure. Donc j'imagine que le jeu doit être assez violent si la sauvegarde est aussi simple que ça. Le combat, très simple, on va avoir un score indiqué sur la carte de l'ennemi qu'il va falloir atteindre pour réussir à lui infliger une blessure. Et on va jeter le nombre de dés correspondant à l'arme qu'on utilise pour essayer d'atteindre ce score. Donc ça c'est assez simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. Le tir à distance c'est la même chose, la particularité étant qu'on a une portée de 6 cases. Voilà, ici on nous explique comment mettre en place le jeu. Donc il y a un petit peu l'explication des cartes Room, ici. On nous explique toute l'idée sur le fameux Temple of Shades, donc c'est le temple des ombres, c'est là où il faut qu'on se téléporte pour tuer le sorcier, donc on nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Quand on révèle en fait une pièce, quand un assassin arrive en ligne de vue avec une pièce qui n'a pas été révélée, on va justement tirer des cartes pièces du nombre indiqué par le chiffre romain sur la dalle. Ici par exemple c'est 3, donc je vais tirer 3 cartes room. Et on va prendre celle dont le petit numéro est le plus bas. Donc ici, par exemple, dans l'exemple des règles, il y a un 4 sur celle-ci, un 2 là, et un 6 ici, donc on prendra la 2 ici. Et on va positionner cette carte room dans le sens
en faisant correspondre la petite flèche et le numéro avec le nombre romain et la flèche sur le plateau de jeu. Donc il y a un sens prédéterminé. Donc on va la poser ici. Et si on a un petit symbole comme ça du chaos, l'étoile à 8 branches, ça veut dire qu'on doit mettre un personnage ennemi dans cet endroit et dans la direction de la flèche la plus longue. Donc là, dans l'exemple, il place un cultiste ici, dans cette direction-là. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe quand on révèle une pièce. Donc là, le petit marqueur qu'on voit ici, on alerte, parce que la figurine a dans sa ligne de vue un ennemi, donc il est automatiquement en alerte. Si des personnages apparaissent sur le jeu dans d'autres conditions où il n'y a pas d'ennemis, ils ne sont pas en alerte, ils sont on patrol, donc ils patrouillent. Voilà, ensuite on nous explique la phase de jeu, très simple, les conditions de victoire, les conditions de défaite. Donc la victoire, c'est tout simplement qu'on a tué le sorcier du chaos, et les conditions de défaite, c'est soit qu'on a fini 16 tours, donc le familier a atteint la 16e case, soit que tous les assassins sont morts. Pour info, chaque partie se joue avec les 4 assassins. Donc si je suis tout seul, je joue avec les 4 figurines. Si on est 2, on joue avec 2 chacun, et ainsi de suite. Voilà, donc à la fin de chaque tour, on va bouger le familier d'une case. Il y a aussi, pour mettre un petit peu de piment et d'incertitude dans le jeu, des cartes d'événements. Ça fait pas de mal et c'est toujours sympa. Donc il y a une phase de pioche de cartes d'événements, et plus on va avoir de figurines en alerte, plus on va tirer de cartes événements jusqu'à un maximum de 3 par tour. Voilà, on nous explique comment fonctionne l'IA d'un renégat en patrouille. Donc les renégats, c'est les figurines ennemies. Et puis, on nous explique ce qui se passe quand on a un renégat qui est en mode alerte, comment on joue. Alors, il y a un petit diagramme qui a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est tout simple. S'il est adjacent avec une figurine assassin, il va l'attaquer en corps à corps. Si ce n'est pas le cas et qu'il est dans une distance inférieure ou égale à 6 cases, il va essayer de tirer dessus. Et si ce n'est pas le cas, il va bouger. Et c'est la seule action qu'il fera. En gros, voilà ce que ça donne. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est la fameuse règle Raise the Alarm. Donc, en gros, il fait passer le message. Et si un renégat est en alerte et qu'il y a moins de 6 cases entre lui et un autre renégat, il propage l'alerte. Donc ça, à mon avis, c'est le système de jeu qui va être très intéressant à voir ici. Voilà, de nombreuses illustrations, des exemples détaillés sur chaque point de règle. Et au final, les règles sont terminées. Donc c'est vraiment très simple. On se rend compte que dans le livre de règles, finalement, on a quoi? On a une dizaine de pages extrêmement illustrées pour les règles. Et c'est terminé. Là, on pourrait même dire que c'est même pas des règles. Donc voilà, il y a vraiment... J'ai été heureusement surpris. Je m'attendais quand même à un jeu avec des règles plus compliquées que ça. Et le jeu a l'air sympa, avec des règles très simples. Et loin d'être longue, puisque dès qu'on arrive là, on arrive dans le background du jeu. Donc on nous explique un petit peu ici... ce qui se passe. Donc on est dans le système solaire qui s'appelle Aquilan et qui a été investi par ce sorcier du chaos, Lord Severin Drask, qui est en train de foutre un sacré bazar, et il a une puissance psychique phénoménale, et il s'est lancé dans une invocation de portail, du Warp, tellement puissante qu'elle nécessite la destruction du système dans lequel il est. Donc c'est pour ça que l'histoire, ça s'appelle The Aquilan Atrocity. Il va essayer de détruire le système Aquilan. Pendant ce temps-là, évidemment, il y a énormément d'invasions de Space Marine dans le système Aquilan, et il y a eu un soldat de l'Empire qui a détecté ce qu'était en train de faire Severin Drask. Alors, il faut juste que je retrouve son nom. Voilà, c'est Lance Cataboldine, qui lui a détecté ça et qui s'est lancé dans un message télépathique surhumain pour envoyer une alerte jusque sur Terra. Ça lui a demandé tellement d'efforts qu'il en est mort juste derrière. Le pauvre, il a cramé sa cervelle dans l'effort, mais c'était un sacrifice héroïque. Le message est bien arrivé sur Terra. Les télépathes ont eu les visions que Cataboldine leur a envoyées, et ils sont au courant de ce que fait Severin Drask. Du coup, il y a eu un conseil
par les High Lords, donc les seigneurs de Terra, qui représentent en fait l'autorité de l'Empire. Ils agissent, on nous explique qu'ils agissent au nom de l'Empereur, et par un vote unanime, ils ont mandaté une équipe d'assassins, donc des Assassinorum Execution Force, le nom du jeu. Ils les ont mandatés pour aller éradiquer ce sorcier et l'empêcher d'ouvrir son portail. Cette opération s'appelle l'opération Deathblow, donc l'opération Souffle de mort, et elle vise à empêcher le rituel d'ouvrir ce portail et à protéger l'humanité de ce vil vilain. Voilà pour le background global de l'histoire. Ensuite, on nous fait une petite page sur le Dark Millennium, donc ça, que les joueurs de 40 000 connaissent très bien. Et puis, voilà, donc c'est un petit peu le background de Warhammer 40 000. Donc on est dans un monde où vraiment on ne peut pas faire plus noir, totalement chaotique, de sang, de cendres. Vraiment, la paix n'existe plus dans cet univers atroce. En fait, c'est un peu l'enfer sur Terre. Et nous, on est là-dedans, et il faut qu'on essaye de stopper les progrès du mal. Ensuite, on nous explique un petit peu comment fonctionne ce groupe d'assassins, comment ils sont formés. On voit qu'il y a plusieurs factions, donc il y a 4 factions. Donc il y a les Eversor Temple, Kalidus Temple, Kulexus Temple et Vindicare Temple. Et comme vous vous en doutez, chacun des 4 personnages est un représentant de ces 4 factions, et ils ont des particularités, et on voit leurs détails ensuite. Le Vindicare assassin est en fait le sniper du groupe, qui est capable de toucher n'importe quelle cible à n'importe quelle distance. Ça, c'est dans son background, hein. Dans le jeu, d'après ce que j'ai vu, on n'a que 6 cases de portée, mais visiblement, il doit être très fort en tir. Et on nous explique qu'il est là, en gros, pour couvrir les autres. On détaille les armes, on détaille son masque, donc il a... Alors c'est pareil, hein, c'est comme les Space Marines, ces mecs-là, c'est des aliens à la fin. Hein. C'est plus du tout des êtres humains, son masque, il est fusionné dans son cerveau, sa vision est augmentée, il a un détecteur thermique natif, enfin bon, c'est vraiment... c'est limite des monstres. Voilà, on a le Kalidus Assassin, donc là c'est vraiment... c'est un change-forme, elle est capable de... Alors, petite note au passage, ça fait plaisir de voir que Games Workshop commence à introduire des personnages féminins dans les héros. C'est quand même assez rare, suffisamment rare pour le noter, je pense. Donc là, voilà, plus du corps à corps. Je connais pas encore les détails hein, des personnages, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. L'Eversor Assassin, alors lui, d'après ce que j'ai compris en lisant rapidement le background, c'est carrément un mort-vivant. Donc il a atteint une puissance phénoménale en acceptant de sacrifier sa vie. Et il a des armes létales terribles. Voilà, il a des injections. Son bolter est capable de passer en mode injecteur de poison. Et puis le Kulexus Assassin, que j'ai pas encore regardé, mais qui visiblement, d'après l'illustration, doit être plutôt bourrin en corps à corps. Parce qu'il a aucun flingue. Donc à mon avis, il doit faire mal quand on le chatouille de trop près. Et voilà, on a terminé. Le jeu nous propose des petits défis un petit peu inspirés du monde du jeu vidéo, des achievements à faire. Donc voilà, premier achievement, remporter une première partie, puis ensuite essayer de remporter une partie sans qu'aucun de vos assassins n'ait été touché une seule fois, etc., etc., de plus en plus difficile. Ça peut être sympa, ça pondère un peu le fait qu'il n'y a pas vraiment de scénario. Et puis voilà, ensuite on a de la pub pour White Earth et de la pub pour Warhammer 40 000, parce que ce jeu peut aussi être vu comme une manière d'attirer des joueurs à 40 000, quelque part, puisqu'il est entièrement compatible et qu'il nous introduit au background. Voilà pour le livre des règles. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? On a un petit fascicule qui nous explique un peu comment on va monter toutes ces belles figurines. Alors ça vous permet d'avoir déjà un aperçu des figurines des 4 personnages et puis le bestiaire qu'on va avoir. Voilà, la figurine de Drask est quand même assez belle. Quelques guerriers Space Marine du chaos, il y en a 3, donc ça je suis assez content parce que vu que pour mon projet Space Crusade que j'ai en parallèle, ça va être parfait, je vais probablement les utiliser dans les squads des Space Marine du chaos. Les figurines sont quand même un peu plus belles que celles de Space Crusade, même si leur pose n'est pas si éloigné que ça des Space Marines de Space Crusade. Ça, on a fait râler quelques-uns sur la toile. Voilà, donc des indications d'assemblage. On va pas rentrer dans le détail là-dessus. Alors, il me reste encore des grappes de figurines ici. Donc ça doit être des cultistes. Voilà. Le petit sac de socle qui va bien.
des grappes de figurines encore et encore. Donc on voit que le matériel niveau figurines est à la hauteur. Hein. Je crois qu'il doit y avoir peut-être 40 figurines. Je n'ai pas regardé exactement. Ici, on a les cartes d'événements. Donc là aussi, c'est du beau matériel. C'est des cartes assez solides, assez grosses, bien lisibles. Voilà, donc on voit un exemple ici Alors ça c'est pas événement, hein, ça. Donc là j'ai le dos des événements, mais ça c'est la carte qui nous explique justement le sorcier du chaos. Donc c'est le boss, hein, finalement, c'est Drask. Donc résilience 6+, ça c'est le fameux score qu'il faut faire pour lui infliger une blessure. Et stamina 3, c'est son nombre de points de vie tout simplement. Ça veut dire qu'il faut réussir à lui infliger 3 blessures avec un 6+. Sachant qu'on a des modifieurs, hein, quand on attaque. Et ça, c'est les actions qu'il peut faire. Donc il peut tirer à distance avec un combi Melta. Donc il a 2 dés et plus 2. Et il peut frapper au corps à corps avec 3 dés, chacun ayant un bonus de plus 2. Donc il est assez violent. Et puis il a des compétences spéciales, voilà, bon, qu'on va peut-être pas détailler dans le cadre de cette vidéo. Ensuite, alors on nous donne un petit sachet plastique là. Il y a les dalles room, il y a les marqueurs, donc les marqueurs on alert, stunned. Alors stunned, ça apparaît quand on révèle une pièce et qu'il y a un monstre à l'intérieur, il est stunned. Ça veut dire qu'en gros il est bloqué, il peut rien faire. Ça représente un peu l'effet de surprise qu'on a sur lui. Et puis ça, c'est les petits jetons des tactics. Et là, les jetons blessures. Et les pièces room, on va regarder à quoi elles ressemblent. Voilà, donc quand on va révéler une room sur le plateau de jeu, on va tout simplement révéler des pièces qui ressemblent à ça. Voilà, donc là par exemple sur cette pièce-là, on voit qu'il y aurait deux renégats à positionner. Voilà. Et il y a une pièce parmi toutes ces pièces qui est le téléporteur vers le temple. Alors ça, cette pièce qui est entourée d'un carré bleu par exemple, c'est la pièce dans laquelle il faut aller au tout début qui permet d'activer le portail. Ça c'est le premier objectif justement du jeu, c'est de trouver cette pièce-là. Voilà, on a une deuxième plaquette de pièces, et là par exemple, le fameux portail, c'est celui-là, et donc si un assassin termine son tour dans le carré bleu, donc une de ces 4 cases, eh bien il se retrouvera téléporté sur le plateau final du jeu, à savoir le Temple des Ombres. Donc voilà, le but du jeu, trouver cette pièce-là, terminer le tour dans une des 4 cases entourées du carré bleu, ce qui a pour effet d'activer le portail dans les tours suivants, et si c'est le cas, les figurines qui terminent ici sont téléportées dans le Temple des Ombres. Sachant qu'une fois téléporté dans le Temple des Ombres, on ne peut plus revenir en arrière. Et ensuite, voilà le plateau de jeu, enfin, les plateaux de jeu, donc, que j'ai pas encore complètement déballé. Donc, je vais faire ça maintenant. Voilà, donc on a en fait des grandes dalles, pareil, hein, très épaisses. Donc vraiment, ça c'est intéressant, ça veut dire que ça va avoir une bonne durée de vie, a priori. Et puis c'est pareil, hein, c'est très coloré, c'est très bien illustré, c'est du Games Workshop, là-dessus il n'y a pas de doute. On paye le jeu un peu cher, voire très cher, mais le matériel est au rendez-vous et la finition est au rendez-vous. Donc quelque part, bon ça vaut le coup, quoi. C'est pas tous les jours non plus que Games Workshop nous sort un jeu de plateau. Voilà, moi j'ai vraiment pas hésité longtemps, hein, pour ainsi dire, j'ai même pas hésité du tout. Donc par exemple, ici on voit un endroit où on devra mettre une pièce. Ces petites cases qui sont entourées d'un liseré bleu-gris, ce sera un endroit où on mettra une pièce. Voilà. Et donc on a le plateau de jeu comme ça, qui s'organise, les zones ici représentent des murs, que les figurines ne peuvent pas traverser, et qui bien évidemment arrêtent la ligne de vision. Et on a comme ça 4 plateaux qui vont constituer le plateau global du jeu. Alors on va peut-être essayer de regarder le plateau du temple. Voilà, donc on a, pour être précis, 3 plateaux de jeu qui représentent le jeu du départ, en fait, le plateau de jeu du départ. Et quand on a réussi à être téléporté, on se retrouve dans le Temple des Ombres, qui est donc ici. Et ici, c'est les fameuses cases que va parcourir le familier, tour après tour. Il va commencer là, puis il va venir là, puis là, puis là, puis là, etc., 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 jusqu'à arriver à la 16e case,
Et si le familier touche cette 16e case, on a perdu le jeu, le portail est ouvert. Voilà, donc quand on va arriver, en fait, on va se téléporter. Alors ça, j'ai pas encore regardé en détail où est-ce qu'on arrive. Donc ça, ce sera à voir quand je ferai la première partie, que je filmerai très certainement. Voilà pour le contenu d'Assassin's Room Execution Force, un jeu qui a l'air très sympa à jouer. Pas mal de boulot de peinture en prévision. Va falloir que j'arrête de me lancer dans des projets, parce que là, entre Space Crusade, Space Hulk et Execution Force, je pense que j'ai du boulot jusqu'à la fin de l'année, voire plus. Donc maintenant, toutes les vidéos qui vont suivre vont se focaliser sur ces 3 jeux, Space Crusade, Space Hulk et Assassin's Room Execution Force. Mais tout ça, ça sera à détailler dans des vidéos futures. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite unboxing, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, je vous dis à bientôt, jouez bien.